de Guy de Maupassant et traîne. Jacques de Randal, ayant dîné seul chez lui, dit à son valet de chambre qu'il pouvait sortir et s'assit devant une table pour écrire des lettres. Il finissait ainsi toutes les années seul, écrivant et rêvassant. Il faisait pour lui une sorte de revue des choses passées depuis l'an dernier, le jour de l'an, des choses finies, des choses mortes. Et à mesure que surgissaient devant ses yeux les visages de ses amis, il leur écrivait quelques lignes. Un bonjour cordial du 1er janvier. Donc, il s'assit, ouvrit un tiroir, prit dedans une photographie de femme, la regarda quelques secondes et la baisa. Puis, ayant posé à côté de sa feuille de papier, il commença. Ma chère Irène, vous avez dû recevoir tantôt ce petit souvenir que j'adresse à la femme. Je me suis enfermée ce soir pour vous dire... La plume resta immobile. Jacques se leva et se mit à marcher. Depuis 10 mois, il avait une maîtresse, non point une maîtresse comme les autres, une femme à aventure du monde du théâtre ou de la rue, mais une femme qu'il avait aimée et conquise. Il n'était plus un jeune homme, bien qu'il fût encore assez jeune. Il regardait la vie sérieusement, en esprit positif et pratique. Donc, il se mit à faire le bilan de sa passion comme il faisait chaque année. La balance des amitiés disparues ou nouvelles, des faits des gens entrés dans son existence. Sa première ardeur d'amour s'étant calmée, il se demanda, avec une précision de commerçant qui compte, quel était l'état de son cœur pour elle. Et il tâcha de deviner ce qu'il serait dans l'avenir. Il y trouva une grande et profonde affection, faite de tendresse et de reconnaissance, et des 1000 attaches menues d'où naissaient les longues et fortes liaisons. Un coup de sonnette le fit sursauter. Il hésita. Ouvrira-t-il? Mais il se dit toujours ouvrir en cette nuit de Nouvel An, ouvrir à l'inconnu qui passe et qui frappe, quel qu'il soit. Donc, il prit une bougie, traversa l'antichambre, ôta les verrous, tourna la clé et attira la porte à lui. Et il aperçut sa maîtresse, debout, pâle comme une morte, les mains appuyées au mur. Il balbutia. « Qu'avez-vous » Elle répondit. « Tu es seule ?»« Oui. »« Sans domestique ?»« Oui. »« Tu n'allais pas sortir ?»« Non. » Elle entra en femme qui connaît la maison. Dès qu'elle fut dans le salon, elle s'affaissa sur le divan et, couvrant son visage de ses mains, se mit à pleurer affreusement. Il s'était agenouillé devant elle, s'efforçant d'écarter ses bras et de voir ses yeux en répétant « Irène, Irène, qu'avez-vous? Je vous en supplie, dites-moi ce que vous avez. » Alors, elle murmura
murmura au milieu de sanglots. Je ne peux plus vivre ainsi. Il ne comprenait pas. Vivre ainsi, mais comment? Oh oui, je ne peux plus vivre ainsi chez moi, tu sais. Je ne te l'ai jamais dit, mais c'est affreux. Je ne peux plus, je souffre trop. Il m'a frappé tantôt. Qui? Ton mari? Oh oui, mon mari. Hein? Il s'étonnait, n'ayant jamais soupçonné que ce mari pût être brutal. C'était un homme du monde, du meilleur. Un homme de cercle, de cheval, de coulisses et d'épée. Connu, cité, apprécié partout, ayant des manières fortes, courtoises, un esprit fort médiocre, l'absence d'instruction et d'intelligence réelle indispensable pour penser comme tous les gens bien élevés, et le respect de tous les préjugés comme il faut. Il paraissait s'occuper de sa femme comme on doit le faire entre personnes riches et bien nées. Il s'inquiétait suffisamment de ses désirs, de sa santé, de ses toilettes, et la laissait parfaitement libre d'ailleurs. Randall, devenu l'ami d'Irène, avait droit à la poignée de main, affectueuse, plus qu'affectueuse, que tout mari qui sait vivre doit au familier de sa femme. Puis quand Jacques, après avoir été quelque temps l'ami, devint l'amant, ses relations avec l'époux furent plus cordiales, comme il convient. Jamais il n'avait vu ou deviné des orages dans cette maison, et il demeurait effaré devant cette révélation inattendue. Il demanda: comment cela est-il arrivé? Dites-moi. Alors, elle raconta une longue histoire. Toute l'histoire de sa vie, depuis le jour de son mariage. La première des unions était née d'un rien, puis s'accentuant de tout l'écart qui grandissait chaque jour entre deux caractères opposés. Puis étaient venues les querelles, une séparation complète, non apparente mais effective. Puis son mari s'était montré agressif, ombrageux et violent. Et maintenant, il était jaloux de Jacques. Et ce jour-là même, après une scène, il l'avait frappé. Et elle ajouta avec fermeté: je ne rentrerai plus chez lui. Fais de moi ce que tu voudras. Jacques s'était assis en face d'elle et leurs genoux se touchaient. Il lui prit les mains. Ma chère amie, vous allez faire une grosse, une irresponsable sottise. Si vous voulez quitter votre mari, mettez les torts de votre côté, de telle sorte que votre situation de femme du monde irréprochable, reste sauve. Elle lui demanda en jetant un coup d'œil inquiet. Alors, que me conseilles-tu? De rentrer chez vous et d'y supporter la vie jusqu'au jour où vous pourrez obtenir soit une séparation, soit un divorce avec les honneurs de la guerre. N'est-ce pas un peu lâche ce que vous me conseillez là? Non. C'est sage et raisonnable. Vous avez une haute situation, un nom à sauvegarder, des amis à conserver, des parents à aménager. Il ne faut point l'oublier et perdre tout cela par un coup de tête. Elle se leva avec violence. Eh bien non, je n'en peux plus, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et puis,
posant ses deux mains sur les épaules de son amant, la regardant au fond des yeux. M'aimes-tu? Oui. Bien vrai? Oui. Alors, garde-moi. Il s'écria, te garder chez moi ici, mais tu es folle, et ce serait perdre à tout jamais, te perdre sans retour, mais tu es folle. Elle reprit lentement avec gravité, en femme qui sent le poids de ses paroles. Écoutez, Jacques, il m'a défendu de vous revoir, et je ne jouerai pas cette comédie de venir chez vous en cachette. Il fait, oui, mais me perdre ou me prendre, il faut choisir. Ou me perdre ou me prendre. Ma chère Irène, dans ce cas-là, obtenez votre divorce et je vous épouserai. Ah, oui, vous m'épouserez dans 2 ans au plus tôt. Vous avez la tendresse patiente. Voyons, réfléchissez si vous demeurez ici. Il vous reprendra demain, puisqu'il est votre mari, puisqu'il a pour lui le droit et la loi. Elle, je ne vous demandais pas de me garder chez vous, Jacques, mais de m'emmener n'importe où. Je croyais que vous m'aimiez assez pour cela, et je me suis trompée. Adieu! Elle se tourna et partit vers la porte, si vite qu'il la saisit seulement quand elle sortait du salon. Écoutez, Irène. Elle se débattait, ne voulait plus rien entendre, les yeux pleins de larmes et balbutiant « Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi » Il la fit asseoir de force et s'agenouilla de nouveau devant elle. Puis il tâcha, en accumulant les raisons et les conseils, de lui faire comprendre la folle et l'affreux danger de son projet. Il n'oublia rien de ce qu'il fallait dire pour la convaincre, cherchant dans sa tendresse même les motifs de persuasion. Comme elle restait muette et glacée, il la pria, la supplia de l'écouter, de le croire, de suivre son avis. Lorsqu'il eut fini de parler, elle répondit. Êtes-vous disposé à me laisser partir maintenant? Lâchez-moi que je puisse me lever. Voyons, Irène. Voulez-vous me lâcher? Irène, votre résolution est irrévocable. Voulez-vous me lâcher? Dites-moi seulement si votre résolution, votre folle résolution que vous regretterez amèrement, est irrévocable. Oh oui, lâchez-moi. Alors, reste. Tu sais bien que tu es chez toi ici. Nous partirons demain matin. Elle se leva malgré lui. Et durement, elle dit « Non, il est trop tard. Je ne veux pas de sacrifice, je ne veux pas de dévouement. Reste! J'ai fait ce que je devais faire, j'ai dit ce que je devais dire. Je ne suis plus responsable envers toi. Ma conscience est tranquille. Exprime tes désirs et j'obéirai. » Alors, elle se rassit, le regarda longuement et puis demanda d'une voix très calme. Alors, explique. Quoi? Mais que veux-tu que je t'explique? Tout ce que tu as pensé pour changer comme ça de résolution. Mais alors, et alors là, je verrai ce que je dois faire.
Mais je n'ai rien pensé de tout. Je devais te prévenir que tu allais accomplir une folie. Tu persistes. Je demande ma part de cette folie, et même je l'exige. Ce n'est pas naturel de changer d'avis si vite. Écoute, ma chère amie, il ne s'agit ici ni de sacrifice ni de dévouement. Le jour où j'ai compris que je t'aimais, je me suis dit que tous les amoureux devraient se dire dans le même cas. L'homme qui aime une femme, qui s'efforce de la conquérir, qui l'obtient et qui la prend, contracte vis-à-vis d'elle et vis-à-vis d'elle un engagement sacré. Il s'agit bien entendu d'une femme comme vous, non d'une femme au cœur ouvert ou au cœur facile. Le mariage, qui a une grande valeur sociale, une grande valeur légale, ne possède à mes yeux qu'une très légère valeur morale, étant donné les conditions où il a lieu généralement. Donc, quand une femme, attachée par ce lien juridique, mais qui n'aime pas son mari, qui ne peut l'aimer, dont le cœur est libre, rencontre un homme qui lui plaît et se donne à lui. Quand un homme sans liaison prend une femme ainsi, je dis qu'ils s'engagent l'un vis-à-vis de l'autre. Et de par ce mutuel et libre consentement, bien plus que le oui murmuré devant l'écharpe du maire. Je dis que s'ils sont tous les deux des gens d'honneur, leur union doit être plus intime, plus forte, plus saine que si tous les sacrements les avaient consacrés. Cette femme risque tout, et c'est justement parce qu'elle le sait, parce qu'elle donne tout, son cœur, son corps, son âme, son honneur, sa vie, parce qu'elle a prévu toutes les misères, tous les dangers, toutes les catastrophes, parce qu'elle ose un acte hardi, un acte intrépide, parce qu'elle est préparée, décidée à tout braver. Son mari peut la tuer et le monde peut la rejeter. C'est pour cela qu'elle est respectable dans son infidélité conjugale. C'est pour cela que son amant, en la prenant, doit avoir aussi tout prévu. Il doit la préférer à tout. Quoi qu'il arrive. Voilà. Je n'ai plus rien à dire. J'ai parlé d'abord en homme sage qui devait vous prévenir. Il ne reste plus en moi qu'un homme, celui qui vous aime. Ordonnée, radieuse, elle lui ferma la bouche avec ses lèvres et lui dit tout bas: ce n'était pas vrai, chérie. Il n'y a rien. Mon mari ne se doute de rien. Mais je voulais voir, je voulais savoir ce que tu ferais. Je voulais des étrennes, celles de ton cœur. D'autres étrennes que le collier de tantôt. Tu me les as données. Merci, merci. Oh, merci Dieu que je suis contente.